Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures sur Télé Djibouti, bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Cérémonie de plantation de 200 arbres sur le site du barrage de l'Amitié au PK13. Et Nations Unies Djibouti préside le bureau de la 73e session du Conseil exécutif. Et dans l'actualité africaine, les perspectives économiques préoccupantes du FMI pour le continent ont été présentées. Bonjour à tous. Dans le cadre des activités préparatoires de la célébration de la journée mondiale de l'agriculture prévue pour demain, 16 octobre, le ministre de l'Agriculture est précédé donc aujourd'hui à la plantation de 200 arbres sur le site du barrage de l'Amitié au PK13. Cette plantation avait un double objectif, la valorisation des eaux du barrage de l'Amitié d'une capacité de 14 millions de mètres cubes d'eau et la protection de l'environnement qui est l'un des thèmes de la journée mondiale de l'agriculture de cette année. À cette occasion, il a été procédé à la plantation de 200 arbres autour du barrage, ceci constituant une première initiative, prélude d'une vaste plantation tout autour du barrage de l'Amitié. Par la suite, il était prévu la mise en valeur agricole des terrasses autour du barrage. La jeunesse issue de 11 régions de l'Éthiopie et la jeunesse djiboutienne ont également participé à cette cérémonie d'implantation des arbres. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture vise à travers cette initiative de cultiver la culture de l'arbre à la jeunesse djiboutienne, en particulier dans les pays voisins comme l'Éthiopie. Ici, nous sommes Blanco Valley, le fameux barrage que vous avez entendu ici à côté, à ma droite, qui a été financé par la République frère de la Turquie et qui a été inauguré il y a 2 ans par le président de la République, son Excellence Ahmed Guédé. Aujourd'hui, nous réactualisons avec la plantation des arbres à l'initiative du ministre de l'Agriculture. Ils diront tous, c'est eux qui vont vous expliquer. Moi, je vous souhaite, soyez les bienvenus dans la région d'Arsa. Et de son côté, le représentant de la FAO à Djibouti, Dr Fallou, s'est dit fier d'assister à cette cérémonie d'implantation d'arbres autour du barrage de l'Amitié. On l'écoute. Au nom de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, qui est représentée ici. Et donc, nous nous réjouissons particulièrement d'être associés à cette importante manifestation. Comme vous le savez, la FAO travaille avec le gouvernement djiboutien, mais également avec le gouvernement éthiopien, pour cette grande initiative qui est un peu l'appui des gouvernements à la mise en place de la Grande Muraille Verte, qui va de Dakar à Djibouti, et donc dont l'objectif est vraiment de reverdir la zone sahélienne. Et donc la FAO est particulièrement impliquée dans cette initiative-là. Donc on remercie particulièrement le ministre de l'Agriculture d'avoir initié cette activité qui est très importante, et le gouvernement de la République fédérale d'Éthiopie d'avoir fourni les intrants nécessaires pour démarrer cette activité très importante. On sait que planter un arbre, c'est vraiment entre de bonnes mains si c'est mis entre les mains de la jeunesse, et donc les cultiver davantage. Et ce qui veut dire que non seulement on va planter des arbres, mais on va les maintenir. Et particulièrement l'implication du ministère de la Jeunesse et de la Culture est particulièrement appréciée dans ça. Et donc je remercie toutes les autorités présentes ici pour cette excellente initiative qu'on va poursuivre sous la houlette du ministère de l'Agriculture. Je vous remercie de votre attention. Je vous propose à présent de suivre l'intervention de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina Sauvé. Je remercie personnellement le ministre d'avoir associé la jeunesse pour cette cérémonie des plantations qui aussi met en valeur
des valeurs qui nous sont très chères, donc qui sont celles de l'amitié avec l'Éthiopie, de la solidarité. Donc vous savez que planter un arbre est un symbole très important et la culture de la plantation de l'arbre doit aussi honorer la jeunesse. C'est à elle de s'en approprier et d'être l'acteur principal, hein, de planter l'arbre, mais aussi d'en prendre soin. Donc nous remercions énormément le ministre et l'ensemble des organismes, donc avec la FAO et les autres, de nous avoir associés à ce travail. Et nous allons aujourd'hui prendre le relais et répercuter ça dans les CDC, puisque nous sommes dans le mois de la célébration de la jeunesse avec le 1er novembre, donc journée dédiée à la jeunesse nationale et africaine. Donc je vous remercie tous. Et enfin, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, a remercié de son côté le gouvernement de la République fédérale d'Éthiopie pour le don de 60 000 arbres. J'ai le plaisir et le privilège d'accueillir au nom du gouvernement djiboutien une importante délégation dirigée par le ministre coordonnateur auprès du Premier ministre Hassan Barkhat, son Excellence Hassan Barkhat. J'ai le plaisir aussi de procéder à une cérémonie de plantation, une plantation d'arbres de 60 000 offerts par le gouvernement fédéral de la République démocratique fédérale d'Éthiopie. Je l'ai fait, cette opération, avec ma collègue Hibo, Dr Hibo, ministre de la Jeunesse et de la Culture. Comme vous le savez, nous avons une relation historique qui remonte dans la nuit des temps entre l'Éthiopie et Djibouti. Cette cérémonie de plantation va tisser encore davantage, va renforcer nos relations étroites. Et encore une fois, je remercie la République fédérale d'Éthiopie pour nous avoir octroyé ces plans. Dans l'actualité également, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie a participé à la 7e réunion ministérielle de la coalition des ministres des finances pour l'action climatique qui s'est ouverte donc le 12 octobre dernier à Washington. À l'occasion, donc, les participants ont souligné la nécessité cruciale d'intégrer le climat dans les politiques économiques et financières. La coalition des ministres des finances pour l'action climatique s'est réunie dans le cadre des assemblées annuelles de 2022 du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Les ministres des Finances ont participé donc, et ont partagé leur point de vue sur les défis communs liés à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques climatiques sous l'angle macro-fiscal et financier. La discussion a été ouverte par la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen et le ministre d'État des Finances et de la Finlande. À cette rencontre, les ministres des Finances ont souligné leur rôle clé dans la lutte contre le changement climatique, soulignant la nécessité cruciale d'intégrer les considérations climatiques dans les politiques économiques et financières et la manière de progresser dans ce programme ambitieux. Les ministres donc, des Finances ont également discuté des réformes qui soutiennent une transition juste et abordable vers une croissance économique à faible émission de carbone, y compris la tarification du carbone et la budgétisation verte. Et toujours de Washington, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, a co-présidé la 14e table ronde ministérielle de l'initiative Corne de l'Afrique. L'initiative a été guidée par le leadership fort et soutenu du groupe des ministres des Finances qui se sont réunis tous les trimestres au cours des 3 dernières années. L'ordre du jour de cette réunion sur cette initiative pour la Corne de l'Afrique était de passer de la phase de préparation des projets pour approbation à la mise en œuvre efficace des projets. Ce niveau important de financement de la Banque mondiale a été rendu possible en grande partie sur les engagements manifestés par les ministres des Finances et les pays à approfondir et à renforcer les opportunités économiques et de coopération régionale. La bonne nouvelle est que la Banque mondiale a livré le financement promis de 2 milliards de dollars pour les priorités de cette initiative d'ici la 2019. En fait, la Banque a largement dépassé son financement promis. La République de Djibouti a été élue hier vendredi à la présidence du bureau de la 73e session du Conseil exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En effet, en vertu de l'article 10 du règlement intérieur, le comité exécutif réuni à sa 72e session plénière
a élu par acclamation Khadra Ahmed Hassan, ambassadeur représentante permanente de Djibouti à Genève et auprès de la Confédération helvétique en qualité de présidente du bureau du comité exécutif du HCR pour sa 73e session. Le mandat de la présidente du bureau du comité exécutif d'une durée d'1 an a débuté immédiatement après son élection et prendra fin le dernier jour de la session plénière de la 73e session d'octobre 2023. Le comité exécutif est un organe créé par une résolution du Conseil économique et social des Nations Unies et en 1958 dont les membres sont élus sur la base d'une répartition géographique aussi large que possible parmi les États qui sont effectivement intéressés et dévoués à la recherche d'une solution au problème des réfugiés. Et en parlant de réfugiés, dans le dossier de cette édition, nous allons revenir sur la campagne de vérification biométrique des réfugiés. Regardez, c'est un document de la rédaction. Le HCR et l'ONARS sont passés au niveau supérieur avec le début de la campagne de vérification physique et biométrique des réfugiés et demandeurs d'asile à Djibouti. Cette campagne de vérification se poursuivra dans les régions de l'intérieur, dont Ali Sabié, Obok, qui chacun dispose des camps de réfugiés, à savoir les camps Markazi, Al-Adé et Holhol. Cette campagne de vérification fournira une mise à jour systématique des données de base de la population réfugiée. Actuellement, à Djibouti, plus de 36 000 personnes seront visées par cette campagne qui durera 3 mois. Pour mener à bien cette mission de la plus haute importance humanitaire, des moyens humains ont été mobilisés pour cette occasion. Ainsi, des jeunes Djiboutiens ont été formés et sensibilisés pour effectuer la vérification physique et biométrique des réfugiés et demandeurs d'asile dans l'ensemble du territoire national. Les moyens matériaux déployés pour cette campagne sont composés de plusieurs stations complémentaires. Les bénéficiaires de cette campagne de vérification passeront toutes ces étapes ou stations pour l'obtention de la carte des réfugiés délivrée par l'ONARS. Le réfugié ou le demandeur d'asile pourra ainsi récupérer sa nouvelle carte en une seule journée, ce qui est de nouveauté cette fois-ci. L'Union nationale des femmes djiboutiennes a également apporté son soutien lors de cette campagne, en se chargeant de la distribution des caches pour kits hygiéniques aux femmes et filles âgées de 12 à 49 ans. Ainsi, le représentant du HCR, M. Sakor, a indiqué que cette vérification permettra une mise à jour systématique des données de base de la population réfugiée, car c'est une gage indubitable pour la recherche des solutions durables et des garanties légales, administratives, juridiques et opérationnelles. Djibouti, de par son hospitalité légendaire, a accueilli sur son territoire des réfugiés, repartis dans 4 localités. D'abord Djibouti-Ville, ensuite vous avez le camp de Markazi, mais vous avez aussi au sud les 2 villages Ali-Adé et Holhol. Voilà, c'est des réfugiés d'origine somalienne, éthiopienne, érythréenne, yéménite, mais on a également diverses nationalités en très petit nombre. Alors, lors des premiers afflux, lorsque ces populations, pour des raisons que vous connaissez, ont traversé les frontières et ont été accueillies ici à Djibouti, il y a eu ce qu'on appelle l'enregistrement de cette population-là. Le HCR, bien sûr, en collaboration avec l'ONARS, le ministère de l'Intérieur, également d'autres partenaires issus des différents départements ministériels, mais aussi des partenaires comme UNFD. Il y a eu également des ONG internationales sur place qui ont donc accueilli les réfugiés, mais les ont enregistrés. Alors l'exercice d'enregistrement, c'est quoi? C'est qu'on compte les réfugiés, chaque famille, on dénombre les nombres, l'âge, le sexe, le profil, etc. Et toutes ces données constituent ce qu'on appelle la base des données dans un logiciel qui en ce moment est géré par l'ONARS avec l'appui du HCR. Lorsque vous allez voir ces cartes de réfugiés, s'il vous plaît, soyez rassurés. C'est un document officiel reconnu, garanti par la loi que le gouvernement de Djibouti a promulgué et décrété pour les réfugiés. Et donc, c'est un document officiel, comme je le disais, qu'il s'agisse d'inscription dans les écoles, qu'il s'agisse de recrutement pour des emplois,
les réfugiés ont les mêmes droits que les nationaux. Cette campagne de vérification est une aubaine pour les réfugiés et les demandeurs d'asile car ils bénéficieront de la protection internationale sur le territoire djiboutien et ils seront surtout protégés contre le retour forcé dans un pays où leur vie pourrait être menacée. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr, la suite de notre journal. C'est dans quelques instants. L'appel à la prière d'Al-Asr, nous retrouvons la suite de notre journal. Et dans le cadre de la valorisation de l'enseignant initié par le président de la République, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a célébré la Semaine nationale de l'enseignant. À l'instar de tous les établissements du pays, le centre sectoriel CSFOP TL de Balbala a organisé le 11 octobre dernier la journée de l'enseignant en présence de hauts cadres du MENFOP. Le directeur du centre, Mohamed Adoche, a salué l'effort des enseignants dans l'exercice de leur noble métier et a rappelé les différents rôles de l'enseignant, par exemple préparer le cours en définition des objectifs clairs et précis en vue d'améliorer les compétences des apprenants afin de faciliter l'insertion professionnelle. Par ailleurs, au cours de la cérémonie, le directeur du centre sectoriel a procédé à la remise des certificats de mérite aux meilleures formatrices et formateurs pour le compte du résultat scolaire très satisfaisant de la session 2021-2022. L'objectif consiste à renforcer l'image de l'enseignant dans notre société et le monde entier. C'est donc un élan de la vision positive du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Par ses efforts remarquables, du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, une revalorisation significative de l'enseignant s'affiche pleinement ces dernières années. Et l'équipe de reportage a également recueilli les réactions des enseignants qui ont été récompensés durant cette cérémonie. Bonjour à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve devant cette impressionnante assemblée de professeurs. Le plaisir est encore plus marquant vu que j'ai aussi démarré ma vie professionnelle en tant que formatrice. Je remercie très sincèrement le comité organisateur pour cette invitation à être ensemble aujourd'hui, nous tous, monsieur et madame les professeurs. Et surtout, félicitations à notre chef de centre qui a eu l'idée d'organiser à la dernière minute une fête nationale des enseignants. Donc nous sommes des formateurs. Nous sommes là pour participer à l'avancement de ce merveilleux pays qui est notre Djibouti. À partir du moment où on a fait le serment de devenir professeur, nous nous sommes engagés à faire des exploits, surtout sur nos apprenants. Ce qui est remarquable, c'est que les professeurs de ce centre font tout leur possible pour l'avancement de la logistique, du transport et des apprenants futurs pour le pays. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Dans une note publiée hier, le Fonds monétaire international partage des perspectives peu encourageantes pour l'Afrique. Le FMI note un ralentissement de la croissance passée de 4,7% en 2021 à 3,6% cette année. Et les autres indicateurs relevés par l'institution sont également jugés préoccupants. Les déséquilibres macroéconomiques sont réapparus, note le FMI dans sa note d'hier. La dette publique et l'inflation se situent à des niveaux inédits depuis des décennies. En cause, la perturbation des chaînes d'approvisionnement et la guerre en Ukraine. Conséquence de ces crises, de l'inflation mondiale et du ralentissement potentiel de l'économie chinoise, plus d'un tiers des pays africains enregistrent une inflation à 2 chiffres et les populations voient leur pouvoir d'achat s'éroder. Un contexte économique favorable aux tensions sociales alerte le FMI qui affirme que l'on entre dans une nouvelle période d'instabilité avec des risques de dégradation. L'actuel environnement économique est l'un des plus difficiles depuis des années, note aussi le FMI, qui va contraindre de nombreux dirigeants à trouver un équilibre délicat. Ainsi, pour aider ces États, le FMI note 4 priorités à mettre en œuvre pour faire face à l'état d'urgence actuel. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous avec la suite de programmes sur Télé Djibouti.